Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour une rencontre d'information et d'échange sur le complexe sportif de Sainte-Catherine et de Delsun. Mon nom est Hugo Mimi. Je suis consultant externe spécialisé en participation publique et consultation citoyenne. La rencontre de ce soir est une rencontre qui s'adresse plus spécifiquement aux citoyens concernés des rues du Princesse, de la Calypso, du Baleinier, du Titanic et de l'Émerillon. J'aimerais, avant de vous expliquer le déroulement de la soirée, vous présenter les personnes qui m'accompagnent à l'écran, donc les intervenants municipaux qui sont ici ce soir pour vous présenter le projet, répondre à vos questions et discuter avec vous, échanger avec vous. Vous allez voir tantôt, là, je vais vous expliquer qu'il y a notamment une période de questions, mais aussi une période d'atelier qui va suivre. Donc, je vous présente Amélie Hudon aux communications. Bonsoir. Laurence Thalie-Auberson aux loisirs. Bonsoir. Marie-Josée Alpin à l'urbanisme. Serge Courchaine, directeur général adjoint et trésorier. Bonsoir. Sylvain Bouchard, conseiller du district numéro 4. Bonsoir. Martin Gélina, district numéro 2, conseil municipal. Bonsoir. Et il y a aussi, il nous manque à l'écran, Jean-Michel Pépin, conseiller municipal à Delsun. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vous explique le déroulement. Ce soir, on va présenter d'abord, en fait, il y aura un petit mot d'introduction rapide pour passer tout de suite à une présentation complète du projet. Je sais que vous allez avoir beaucoup de questions. La plupart de celles-ci devraient être répondues dans l'histoire qu'on a conçue en présentant le projet. Donc, c'est une histoire qui se tient du début à la fin en 10 sections. Donc, ça devrait répondre à plusieurs de vos questions. Et ensuite, on aura un bon 30 minutes de période de questions. Donc, je vous expliquerai le fonctionnement de la période de questions rendue à ce moment-là. Après la période de questions, on va passer à un atelier, environ 30 minutes aussi, où on veut vraiment échanger avec vous. On va diviser le groupe en 4 pour pouvoir avoir le plus d'interactions possible avec les citoyennes et les citoyens présents. Et on va faire un bref retour, 10 minutes, pour faire une plénière et conclure la rencontre. Donc, avant de poursuivre, je vous rappellerai, si c'est possible, de toujours garder votre micro éteint, sauf si vous êtes appelé effectivement à poser des questions. Donc, ça va être plus agréable pour tout le monde. Et sur ça, je passerai la parole à M. Bouchard pour un mot d'introduction. M. Bouchard. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Au nom des membres du Conseil, bienvenue ce soir à cette présentation. Il est très important pour nous de prendre un moment pour vous expliquer le projet. De l'information disponible à ce jour sur le nouveau complexe sportif et d'abord aux résidents du quartier limitrophe à l'infrastructure. Nous sommes conscients que la localisation du centre sportif soulève beaucoup de questions. D'abord, pour répondre à vos questions, ensuite, échanger et pour vous écouter sur le sujet et l'implantation du centre sportif dans son milieu. Dans les dernières semaines, nous avons écho d'un accès par la rue Lacavia. Il est vrai qu'il y a eu un énoncé d'un accès. On veut vous rassurer dès maintenant qu'à l'ouverture du complexe sportif, le seul accès sera par la rue Georges-Garnier-Nord. Mais la réflexion sera faite après l'ouverture du complexe sportif et nous engageons formellement, et j'insiste le mot formellement, à consulter les citoyens, donc à vous consulter au début de cette réflexion. De plus, nous vous annonçons aussi que nous mettons en place un comité de bon voisinage. Bien sûr que ce sera des gens du quartier qui vont siéger sur ce comité. En terminant, le projet du complexe sportif sert à desservir une clientèle pour les jeunes, les adultes, les aînés et les personnes vivant avec un handicap. Et aussi de permettre à nos organismes locaux et régionaux de pouvoir répondre à leurs besoins pour les 30 prochaines années. Encore merci de votre participation en si grand nombre. C'est très important pour nous cette soirée et de pouvoir aller chercher exactement ce que vous pensez et vos opinions par rapport au projet. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Bouchard. Donc, j'inviterai maintenant Mme Thalie-Auberson et Mme Alpin à nous faire une présentation du projet.
Donc, bonjour, en effet, je me présente, Laurence Tallier-Auberson. Je suis la directrice du service sport, culture, loisirs et vie communautaire de la ville de Sainte-Catherine. Et bien évidemment, le service des loisirs est impliqué depuis le jour 1 quant au projet du complexe sportif. Alors, je vais me permettre en premier de reprendre les grandes étapes du projet et ce jusqu'à ce jour afin de vous remettre un peu en contexte. En soi, le dossier du complexe sportif a débuté en 2017. On avait écho de plusieurs organismes de leurs besoins qui se définissaient beaucoup plus à l'extérieur de la période estivale. C'est pourquoi qu'en 2017, on a débuté une analyse de faisabilité auprès de 4 municipalités, qui étaient donc Sainte-Catherine, Delson, Saint-Constant et Candiac. L'objectif en soi de cette consultation était de définir le besoin des organismes et des écoles en établissant le portrait actuel à ce moment, donc en 2017, mais aussi de définir les besoins futurs tout en prenant compte de l'évolution démographique qui allait se présenter sur notre territoire et aussi des tendances sportives. Alors, c'est suite à cette analyse-là que, bien sûr, la pertinence de cette infrastructure sur le territoire du Roussillon a pris naissance. En 2018, il y a eu par le ministère de l'Éducation l'ouverture d'un programme pour les infrastructures sportives et récréatives afin d'avoir une subvention. Comme nous avions établi l'analyse de faisabilité quelques mois qui le précédaient, on a souhaité donc faire le dépôt d'une demande de subvention pour le complexe du centre sportif. C'est à notre grande surprise qu'en 2018, au courant de l'été 2018, que nous avons eu une réponse positive de la part du ministère de l'Éducation. Et non seulement on recevait une réponse positive, mais on recevait aussi l'obtention en soi du 7,5 millions qui était l'enveloppe maximale qu'on pouvait avoir à l'intérieur de ce programme-là. Alors, on était très fiers parce qu'il n'y avait que quelques projets qui avaient réussi à avoir cette enveloppe maximale-là. Alors, pour nous, ça donc débutait en soi les prochaines étapes pour mener en 2024 vers une réalisation du complexe sportif. Dans le type de projet qu'on a décidé donc de mener, on a en soi un type, on pourrait dire, standard de processus de construction qu'on utilise souvent à Sainte-Catherine, qui est conception, faire la conception, faire les plans et devis et après faire la réalisation. Mais on a décidé de prendre une autre voie qui est un projet clé en main et je vous expliquerai un peu plus tard dans la présentation en quoi consiste un projet clé en main, mais une des premières étapes, c'est la réalisation d'un programme fonctionnel et technique, qui en soi a pour objectif de vraiment définir plus précisément les besoins de chacun des espaces. Alors, en 2019, on a entrepris la réalisation de ce programme fonctionnel et technique et en parallèle, la ville de Delson commençait à nous faire part de son intérêt par rapport au projet du complexe sportif. Alors, pour bien étudier ce partenariat-là, des analyses financières ont été faites, leur ont été bien sûr présentées, et c'est ce qui a mené par la suite à la signature d'une entente avec la ville de Delson et aussi une promesse d'achat du terrain sur la ville de Delson. Alors, à la prochaine diapo, si on revient donc en 2017, en ce qui a trait de l'analyse de faisabilité, bien sûr, vous le savez, les sports qui sont très présents sur notre territoire, davantage pour la clientèle jeunesse, pendant la période estivale, vous voyez, c'est le soccer, le baseball, sont vraiment deux sports qui occupent l'entièreté de nos plateaux sportifs en période estivale. Mais lorsqu'il arrive la période hivernale, eh bien, les organismes se retournent vers des plateaux intérieurs pour continuer le développement des sportifs dans leur pratique sportive. Au niveau de la Montérégie, en soi, il faut se remettre aussi dans la perspective de 2017. Les infrastructures qui étaient à disponibilité, c'était davantage Brossard et est arrivé aussi Châteauguay avec son 3 terrains et son plateau multisport. Alors, bien évidemment, ça offrait quelques possibilités de plus au niveau de nos organismes, mais reste que chaque municipalité qui arrive avec un projet comme celui-ci a toujours pour objectif de répondre à ses besoins locaux. Châteauguay a fait de même, bien évidemment. Brossard fait de même. Donc,
la priorité des plateaux sportifs vient pour répondre à leurs besoins locaux et par la suite, les heures restantes sont disponibles pour les organismes externes. Alors, les heures que les organismes ont comme possibilité d'aller pouvoir chercher dans les différentes infrastructures est en soi un enjeu qu'ils ont depuis 2017 et probablement bien avant aussi. Et puis, ça leur limite en soi le développement au niveau de leur organisme. Alors, c'est pour ça que l'arrivée d'une infrastructure comme celle-ci allait faciliter et donner accès à des services beaucoup plus importants pour ces organismes. Et quant au Collège Charlemagne, qui est un partenaire quand même important pour la ville de Sainte-Catherine, lui qui est en croissance depuis les années 2017 quant à ses programmes sport-études, mais lui voyait aussi l'accueil de cette infrastructure-là de façon très positive parce que ça lui aussi vit avec des enjeux en soi de recherche de plateaux sportifs et ça lui permettait donc de concentrer l'ensemble de son programme sport-études à Sainte-Catherine. Alors, une fois le besoin identifié par le milieu sportif, on a eu à déterminer, bien sûr, qu'est-ce qui allait faire partie de l'infrastructure du complexe sportif. Alors, je vais vous présenter les infrastructures qui font partie de notre programme. Alors, en haut à gauche, en effet, nous sommes allés vers un 4 terrains synthétiques intérieurs. Le 4 terrains nous permet en soi d'avoir 4 terrains de 7, un terrain de 11 et aussi possiblement de faire du lignage pour des terrains à 9. Mais le quatrième terrain aussi, comme vous pouvez le voir, nous permet d'accueillir d'autres types de sports. Il sera accompagné de salles multifonctionnelles. À la ville de Sainte-Catherine, on a une programmation sportive bien établie depuis quelques années qui fonctionne très bien et auquel les citoyens accueillent favorablement à chaque saison leurs inscriptions pour se joindre à cette programmation-là. Maintenant, ce serait donc de les doter d'infrastructures beaucoup plus spécifiques pour répondre à différentes programmations. Au niveau de la salle d'entraînement, comme vous voyez en haut à droite, là, on ne parle pas d'un gym, comme vous pouvez les connaître communément, les Nautilus ou les Proform de ce monde. Ce n'est pas du tout une salle d'entraînement comme ça. On y va beaucoup plus sur une salle de type CrossFit. C'est le besoin qui a été identifié par les organismes et les utilisateurs clés parce que ça leur permet vraiment de compléter en soi leur entraînement pour la pratique sportive. Tant qu'à elle, la salle de cardio-vélo, communément appelée du spinning, est en soi un sport très apprécié de la population de façon générale. On met en option 2 infrastructures, que ce soit un gymnase simple et une piste d'athlétisme, qui seront évaluées ultérieurement dans les prochaines étapes du projet. Pour la prochaine diapo. Alors, le type de programmation et activités possibles, comme je vous en ai fait part, la programmation sportive et de bien-être est quand même déjà bien établie à Sainte-Catherine. On a des cours de mise en forme, que ce soit de Zumba, de step, des cours de bien-être aussi, yoga, tai chi, méditation. Donc, ça, c'est des types d'activités qu'on pourrait retrouver dans les salles multifonctionnelles. Par la suite, on a les entraînements par station supervisés ou en activité libre pour ce qui est de la salle d'entraînement de type CrossFit et aussi des cours de cardio-vélo. L'ensemble de cette programmation-là pourra répondre aux parents, aux enfants, aux aînés, bref, l'ensemble des clientèles est bien sûr visé à l'intérieur de cette infrastructure-là. Je vous l'ai mentionné, le 4e terrain, lui, peut se convertir pour accueillir d'autres types de pratiques sportives, que ce soit le golf, le baseball, la crosse. Bref, ça nous permet d'avoir un multiplateau. À l'extérieur, bien sûr, des heures, mais même en période estivale, on peut accueillir des camps de jour, des camps d'entraînement. Donc, vraiment, l'ensemble de la programmation qu'on peut y retrouver dans l'ensemble des plateaux. Au niveau du gymnase, à Sainte-Catherine, le badminton et le volleyball sont très forts. Le pickleball est très fort du côté de Delson. Donc, il est évident que l'arrivée d'une infrastructure comme le gymnase, ça reste quand même un défi pour les municipalités d'avoir accès à ce type d'infrastructure-là, serait définitivement le bienvenu pour la pratique de ces sports que je viens de nommer.
Et la piste d'athlétisme, c'est une infrastructure qu'on commence à retrouver de plus en plus qui sont intégrées à l'intérieur des grandes infrastructures sportives, mais ça permet aussi un accès à l'ensemble de la population ou même à un club de course de pouvoir pratiquer la marche ou la course. Pour la prochaine diapo. Alors, les installations complémentaires à ce que je vous ai mentionné il y a quelques minutes, bien sûr, on retrouverait des vestiaires, que ce soit les vestiaires pour les terrains synthétiques ou les vestiaires pour la pratique des activités dans les salles multifonctionnelles. Par la suite, un espace commercial qui pourra accueillir autant une boutique sportive que peut-être une clinique de physiothérapie, une aire d'alimentation qui en soi serait au deuxième étage et qui permettrait aussi d'avoir une vue sur l'ensemble des terrains synthétiques. Et un des éléments, bien sûr, qui est très à la demande de la part de nos organismes, que ce soit des espaces de bureau ou d'entreposage, ça reste toujours des enjeux pour eux d'avoir accès à ce type d'installation. Bien évidemment, on y retrouvera les bureaux administratifs de ceux qui vont opérer l'infrastructure sportive. Vous le savez, à Sainte-Catherine, nous avons une politique, en fait, un plan d'action en accessibilité universelle. C'est donc une sensibilité que nous avons constamment à l'intérieur de nos projets. On a fait aussi un parc en accessibilité universelle. Alors, l'infrastructure qu'on va proposer aux citoyens va assurément s'appuyer sur des principes d'accessibilité universelle. Comme exemple, on retrouve des fois l'adaptation au niveau des mains courantes. On peut avoir l'identification au sol. Bien sûr, aussi, on parle de mobilier qui serait adapté pour peut-être une personne en fauteuil roulant. Bref, il y a diverses façons d'assurer en soi un bâtiment qui reconnaît les meilleures pratiques en accessibilité universelle. Et nous aurons une firme aussi qui va nous accompagner dans les prochaines étapes du projet afin d'avoir toujours cette perspective-là d'accessibilité selon les différentes infrastructures qu'on proposera aux citoyens et aux organismes. Peut-être pour vous remettre un peu en perspective la volumétrie d'une telle infrastructure, vous en avez peut-être déjà côtoyé aussi parce qu'on en a quelques-unes à proximité, dont le centre sportif Châteauguay-Beauharnois. En soi, c'est une infrastructure qui contient 3 terrains synthétiques et annexé à ça un 4e terrain qui n'a pas été un terrain synthétique, mais converti en plateau sportif. Mais en soi, c'est vraiment le type de volume qu'on pourrait retrouver pour notre infrastructure. Et comme vous le voyez, vous avez un bloc d'entrée qui, lui, est constitué de 2 niveaux. Par la suite, on a aussi le centre multisport régional en haut, à droite, de Saint-Amand, de Sainte-Julie et Varennes, qui lui aussi est un terrain, en fait, est une infrastructure à 4 terrains et dans le même principe de salle multifonctionnelle de bureaux d'entreposage. Donc, en soi, ça, c'est le type de volumétrie qu'on peut retrouver pour un programme qui est très similaire au nôtre. Si on regarde le centre sportif Girardin, inquiétez-vous pas, il y a 2 grandes infrastructures. Là-dedans, on y retrouve aussi une aréna. Nous, on n'annexe pas une aréna, mais c'est quand même, en termes de volumétrie, de terrain sportif, quelque chose de similaire, ainsi que le complexe multisport. Alors, ça, c'était pour vous montrer quelques exemples, parce que la superficie de l'infrastructure est environ de 10 500 mètres carrés. Et puis, comme je vous expliquais, il y a un bloc d'entrée. Ce bloc d'entrée au rez-de-chaussée, en soi, donne l'accès à l'ensemble des vestiaires pour les terrains synthétiques et bien sûr, un comptoir d'accueil. Et par la suite, on retrouve au 2e niveau les salles multifonctionnelles, les bureaux pour les organismes et puis les bureaux administratifs. Dans le cas où on irait dans une option d'un gymnase, lui amènerait vraiment un module supplémentaire au bloc d'entrée et non pas au bloc où on voit les terrains synthétiques. Alors, viendrait s'instaurer un 3e niveau pour l'option d'un gymnase
Mais dans le cas où on ne va pas avec l'option d'un gymnase, mais qu'on va davantage avec une piste d'athlétisme, la piste d'athlétisme n'occasionne pas un troisième niveau. Elle occasionne un accès, bien sûr, à un niveau, mais n'occasionne pas un bloc complet d'une infrastructure au-dessus du deuxième niveau du bloc d'entrée. Donc, c'était un peu pour vous faire une mise en contexte du projet qu'on a travaillé à ce jour. Sachez que ce projet-là est travaillé aussi de concert avec les utilisateurs clés, qui sont le Collège Charlemagne et le Club de soccer Roussillon, afin vraiment que l'infrastructure réponde à leurs besoins et bien sûr, indirectement à nos citoyens. Je vais donc laisser la parole à ma collègue Marie-Josée pour la suite, mais avant, peut-être, est-ce que certaines personnes auraient des questions sur ce que je viens de présenter? Oui, en fait, je vous dirais, c'est Hugo qui parle, donc je vous inviterais à poser vos questions, des questions rapides et des questions de clarification surtout. On va avoir une grande période de questions après. Donc, 2 façons de poser des questions ce soir. Soit que vous écrivez votre question dans le clavardage et on tentera d'y donner voix en parole via Amélie, ou vous nous dites avec la main levée, donc qui apparaît au bas de l'écran. Donc, vous avez l'option « lever la main ». Ça peut être aussi dans « réaction ». Des fois, il y a un « lever la main » ou un « raise hand » pour ceux qui sont en anglais. Et on va tenter de vous amener en direct pour poser la question. Je vous rappelle que la présentation de ce soir, elle est enregistrée. Donc, elle va être rendue disponible dans les prochaines semaines. Donc, si vous voulez poser la question en direct, c'est libre à vous. Si vous voulez le clavardage, vous pouvez aller dans le clavardage. Donc, on a déjà Frédéric Laporte qui aurait une question. Je ne sais pas si vous voulez ouvrir caméra, micro au choix. On vous écoute, M. Laporte. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Moi, je voulais savoir s'il y avait des phases subséquentes qui étaient prévues, exemple des infrastructures externes comme des terrains externes, des pistes d'athlétisme externes, ou c'est vraiment juste un complexe intérieur? Merci pour votre question, M. Laporte. En effet, actuellement, là, le seul projet qui a été travaillé, c'est celui que je viens de vous présenter. Donc, il n'y a à ce jour aucun projet qui viendrait se joindre à celui que je vous ai présenté. Merci, M. Laporte. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame Marie-Christine Roger. Je ne sais pas si vous voulez ouvrir votre micro. Oui. Oui, j'aimerais ça savoir, donc un bâtiment de 10 500 pieds carrés, on parle de combien d'espace de stationnement? En fait, c'est 10 500 mètres carrés. Je voulais juste au moins apporter cette précision-là. Mètres carrés. Oui. Je me tournerai peut-être vers ma collègue Marie-Josée qui a probablement la réponse. Non, désolée, Laurence, je ne l'ai pas avec moi à proximité. Là. Je ne veux pas me risquer à y aller de mémoire. Ce n'est pas un élément que j'avais apporté de main, mais c'est peut-être une réponse qu'on pourra vous retourner, là, Mme Roger. Oui, sans aucun problème, en effet. Question qui va venir se clarifier probablement au fil des prochains mois. Est-ce qu'il y aurait une autre question de clarification pour cette section-là sur les infrastructures? Hugo, je t'ai envoyé une question dans le chat. Oui. Donc, M. Falardeau demande si les centres médisportifs présentés ne semblent pas construits dans les quartiers résidentiels comme le projet de Delsun-Sainte-Catherine. Donc, est-ce qu'on a une idée si ces autres exemples-là étaient en milieu résidentiel, urbain, semi-urbain, industriel? Est-ce qu'on a une idée? Je peux définitivement, en tout cas, vous parler des 2 centres qui sont de Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amand, qui, lui, en effet, est dans un quartier industriel et, je dirais, dans une zone plutôt commerciale au niveau de Châteauguay. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je ne vois pas d'autres questions. On pourra y revenir encore une fois. Il y a une grande période de questions qui s'en vient. Marie-Josée, on passerait à terrain et accès. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter là, certains éléments de la localisation du centre sportif.
Comme il a été présenté tantôt, je suis la directrice du service d'aménagement du territoire à la Ville de Sainte-Catherine. La carte que vous avez à l'écran, je vais la clarifier pour vous. Au centre de l'écran, vous avez un rectangle d'une couleur rose sur lequel est indiqué « Terrain ciblé ». Donc, c'est le terrain qui est ciblé pour le centre sportif. Je vous amène pour vous situer complètement à gauche de l'écran, c'est la rue Jogues. Et ensuite, on voit les rues là, du quartier résidentiel, donc rue du Titanic, de l'Émerillon et rue de Princesse. J'attire votre attention sur, complètement en bas de l'écran, on aperçoit un petit rectangle blanc. Ça se trouve être la toiture du IGA, donc comme point de repère. Et juste à côté, c'est la fin de la rue Georges-Gagny. Donc, on va le voir sur une autre acétate, sur un autre écran un peu plus tard. Mais juste pour vous situer là, qu'on est à proximité finalement de la route 132. Donc, le terrain ciblé, donc un terrain de 29 000 m², qui est situé au nord d'un terrain qui est privé, donc qui n'est pas touché par l'implantation du centre sportif. Et j'attire votre attention par le terrain qui est situé au sud, donc vers le bas de l'écran, qui est en pointe, le terrain qui est en pointe liséré de rouge, terrain d'Exo, qui est un terrain qui n'est pas non plus touché par l'implantation des infrastructures. Il y a un grand bandeau bleu, ligne d'Hydro-Québec. Donc, c'est la ligne d'Hydro-Québec qui passe au-dessus de tous ces terrains-là. Pour les gens du secteur, là, vous connaissez la ligne, on la voit passer entre le TIC géant et le Nautilus Plus, donc elle se continue sur le terrain. Cette ligne-là va passer, passe comme on le voit, là, on le voit en transparence, ça passe au-dessus du terrain qui est ciblé. Donc, ça nous permettra d'utiliser cet espace-là, notamment pour les aménagements, certains aménagements qui pourront être installés sous la ligne hydroélectrique, comme le stationnement, par exemple. J'attire votre attention sur un grand rectangle finalement vert qui est situé là, derrière les propriétés de la rue du Princesse. C'est un espace qui est prévu pour une zone tampon, donc une zone de médication, qui pourra permettre d'offrir un espace là, aménagé pour créer un écran pour les citoyens qui sont voisins. Je vous fais remarquer que sur le terrain qui est à côté, à proximité du terrain d'Exo, la propriété, on voit propriété de Delsun, c'est que la ville de Delsun a déjà acheté une bande de 15 mètres sur ce secteur-là pour éventuellement là, prévoir un espace tampon. Donc, c'est un achat qu'ils avaient déjà fait antérieurement. Donc, ça situe le centre sportif, son endroit, si on continue. Donc, comme je le disais, une zone tampon végétalisée de 15 mètres, 50 pieds. Donc, juste pour vous situer, là, c'est l'équivalent d'une grande cour arrière. Donc, 50 pieds, là, c'est une grande cour arrière qui, elle, va être aménagée de plantations d'arbres à l'arrière des terrains de la rue du Princesse. C'est un écran visuel, donc, de verdure à feuillage, d'arbres à feuillage persistant qui est souhaité d'avoir. Également, sur le terrain du centre sportif, il y aura création d'espaces verts entourant le complexe, d'une part pour créer des aménagements paysagers, mais pour que ce soit agréable pour le voisinage, mais également pour les utilisateurs, et dans un principe de développement durable pour contribuer à la réduction des îlots de chaleur, donc de créer de la végétation, puis de la plantation d'arbres. Le boisé sur le terrain d'Exo, comme on l'a vu tantôt, le terrain d'Exo est exclu du projet. Donc, c'est l'implantation de l'infrastructure n'est pas prévue sur le terrain d'Exo, donc se limite au rectangle qui est en mauve là, à l'écran. Également, il est souhaité d'avoir la réduction de la pollution lumineuse. Comme il a été mentionné dans la question qui a été posée précédemment, toutes les infrastructures sportives prévues dans le complexe sont à l'intérieur. Donc, il n'y a pas prévu d'installation de luminaires pour éclairer un terrain sportif à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. L'éclairage qui sera prévu sera pour des éléments de fonctionnalité là, à l'extérieur du centre. Donc, l'éclairage extérieur se veut respectueux du voisinage. Le niveau sonore, bien, comme tous les terrains sportifs seront à l'intérieur et qu'il n'y a pas
plateaux sportifs à l'extérieur, le niveau sonore, là, il n'y aura pas d'impact sur le secteur avoisinant. Donc, on peut continuer à la prochaine planche. Donc, l'accès prévu. Donc, comme mentionné, l'accès prévu pour 2024 sera uniquement le boulevard Georges-Gagné. Donc, comme on le voit à l'écran, ça va être la continuité de ce boulevard, de ses aménagements. Donc, accès véhiculaire, également accès pour la mobilité active, donc pistes cyclables et trottoirs également. Plantation et aménagement paysager là, seront prévus également. Et ensuite, la prochaine étape, comme on peut le voir à l'écran, donc je vous situe également toujours au bas de l'écran, le carré à peu près au centre de l'écran, le carré blanc qui se trouve être la toiture du IGA comme point de repère. Juste à côté, c'est la fin actuelle du boulevard Georges-Gagné. Donc, le boulevard Georges-Gagné sera continué pour desservir le centre sportif. Dans un premier temps, on va poursuivre le boulevard Georges-Gagné uniquement pour desservir là, le centre sportif. Donc, c'est ce qui est prévu. Voilà. Après l'ouverture du centre sportif, comme il a été mentionné, il y a une réflexion sur un accès à partir de Sainte-Catherine. Donc, un accès via la rue de l'Acadia pourrait permettre une entrée pour les citoyens de Sainte-Catherine, mais dans une phase ultérieure, suite à l'ouverture du centre sportif. À ce sujet, la Ville de Sainte-Catherine va entamer une réflexion après l'ouverture du complexe sportif et elle souhaite, la Ville, s'engager dans une consultation auprès de ses citoyens, une réflexion avec eux. Voilà. Donc, avant de passer à la prochaine étape, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour préciser là, ce que je viens de vous expliquer? Et je pourrais peut-être inviter les citoyens qui ont des questions dans le clavardage. Vous pouvez les adresser directement là, à Amélie Hudon ou à moi-même, donc pour qu'on soit sûr de les capter, parce que je ne suis pas sûr qu'en ce moment, on les voit toutes. J'ai Marie-Christine Roger qui voudrait poser une question. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui. Madame Roger, on vous écoute. Oui, bonjour, j'ai plusieurs questions. On va commencer par la première. OK. Bon, vous savez, bon, là, concernant, c'est sûr, la rue de l'Acadia, je ne veux pas nécessairement qu'on rentre là-dedans, mais déjà là, en ce moment, il y a beaucoup d'eau. Tu sais, c'est un peu, pas flood, mais un peu inondé là, en ce moment. Tu sais, je sais très bien qu'il manque déjà beaucoup d'arbres. Fait que, tu sais, vous avez parlé d'arbres. Bon, ça fait quoi? C'est 15 mètres la bordure de recul, c'est ça? Vous l'avez marqué? Oui, c'est ce qui est prévu actuellement, 50 pieds, 15 mètres. Là. On va le remettre à l'écran pour que vous puissiez bien le voir, effectivement. Donc, la zone tampon prévue, 15 mètres, 50 pieds de largeur, non pas de longueur, là, de largeur pour bien m'exprimer, pour pas qu'il y ait de confusion, sur toute la largeur du terrain. OK. Est-ce qu'il y avait eu peut-être aussi une possibilité de faire un talus, une genre de bosse pour qu'on ne voit pas, là, ou c'est juste au niveau des arbres? C'est justement le genre oui. C'est justement le genre d'idée qu'on aimerait discuter dans la période atelier. Fait que je vous invite vraiment à ramener cette idée-là dans votre atelier tantôt. C'est justement des commentaires comme ça qu'on aimerait avoir. Moi, je vais laisser la place à d'autres personnes s'ils ont des questions. J'en ai beaucoup trop, fait que je vais laisser la place à d'autres personnes pour l'instant. Ben, je vais alterner avec une question dans le clavardage. Donc, Benoît Houle, avez-vous une date approximative à laquelle les plans, les devis et le rendu seront disponibles? Peut-être que ça vient plus tard dans la présentation. En effet, je peux répondre à cette question. Comme vous savez, les plans et devis, je vais l'expliquer dans une de mes diapos ultérieures. Ça fait partie de l'étape conception-construction on octroie le contrat en soi vers la fin de l'année 2022 et par la suite, les plans et devis sont de la responsabilité de la personne qui va donc concevoir et réaliser l'infrastructure. Donc, c'est davantage plus à l'hiver 2023 que les plans et devis seront émis. Merci, Laurence.
Jean-Luc Léger nous demande pourquoi pas envisager un accès par la rue principale nord dans le secteur industriel, j'imagine à Delson, au lieu de la rue Acadia. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà envisagé? Si je peux me permettre de répondre, en fait, le boulevard Georges-Gagné, à terme, il est prévu d'être accordé à la rue principale. Merci beaucoup. Donc, je vois Frédéric Laporte. Vous avez une question, peut-être ouvrir votre micro. Monsieur Laporte. Oui, présentement, dans nos cours, la majorité des terrains adjacents, le terrain ciblé, c'est une clôture qui est temporaire, on pourrait dire. C'est des poteaux hantés. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans le projet ou ça va être de notre ressort de se faire construire notre propre clôture? Et vous êtes sur la rue du Princesse, M. Laporte? Exactement, oui, okay. Sur du Princesse. En fait, ce que je peux répondre à cet élément-là, si tu me permets, Hugo, oui. C'est comme moi, je vous invite à emmener cet élément-là lors de notre table de discussion que nous aurons tantôt. Donc, voir ce qui est prévu là, et ce que vous souhaitez qu'il soit prévu pour la zone tampon. Donc, on attend ce que vous rameniez ça tantôt dans l'atelier. Je crois que Mélanie Prudhomme, avez-vous une question? J'ai aussi des questions. J'ai des questions de mon côté dans le clavardage aussi, Hugo. Oui, excuse-moi, Amélie. Donc, Mélanie Prudhomme, est-ce que vous avez une question? Oui, en fait, excusez-moi, la question était pour savoir si on avait prévu de peut-être avoir, au lieu de prolonger la rue de l'Acadia, de faire plutôt asphalter le chemin à gravelle pour faire une piste cyclable pour se rendre jusqu'au centre, étant donné qu'on vise une clientèle là, plus jeune, les enfants du quartier, c'est plus facile d'accès au lieu d'y aller en vélo, ces choses-là. Donc, d'asphalter le chemin de gravelle qui est déjà existant et de déneiger cet accès-là l'hiver également. Donc, je peux peut-être, ou Marie-Josée, je peux peut-être répondre. Comme on vous a dit, actuellement, il n'y a rien qui est prévu pour l'Acadia, mais je pense, comme on va vous le dire souvent, je pense ce soir, on va recevoir l'ensemble des éléments. Et puis, c'est suite aussi à l'ensemble des commentaires et qu'on va voir vraiment ce qui ressort le plus, que je pense qu'il va définitivement orienter aussi les prochaines étapes du projet. Mais votre idée est en effet aussi une très bonne idée que vous allez pouvoir nous apporter à la prochaine étape de ce soir. Merci, Mme Prudhomme. Amélie, une question du chat, du clavardage? Oui, je pense qu'il y a Mme Noël, Mme Palardeau qui pose un peu des questions similaires. Donc, où se localise le stationnement? Sera-t-il éclairé? Ensuite, où se situe le complexe sur le terrain ciblé? Je pense qu'on peut toutes répondre à ces questions-là en même temps du côté de Marie-Josée. On va commencer par ces questions-là. Oui, si je peux me permettre, le complexe sportif, comme il a été mentionné, c'est un projet conception-construction. Donc, sa forme finale n'est pas encore déterminée. Mais avec le plan qui est à l'écran, ça peut vous donner une idée que le centre sportif pourra être situé là où est l'ovale qui est rose plus foncé. Donc, c'est sûr qu'il ne pourra pas être situé là, tout près des maisons, étant donné la volonté d'avoir une zone tampon. Puis, on pourra discuter après ça dans le groupe de discussion d'autres éléments. Mais aussi, le centre sportif ne pourra pas être construit là, en dessous de la ligne hydroélectrique. Donc, c'est clair qu'il faut qu'il soit situé là, à peu près où est-ce qu'il est l'ovale rose. Ça, c'est la première question. La deuxième, en ce qui concerne les stationnements, c'est clair qu'une chose qui peut être construite sous l'emprise hydroélectrique, ce sont des stationnements ou des allées d'accès. Donc, on va profiter de cette infrastructure-là, qui est la ligne d'Hydro-Québec, pour pouvoir maximiser en pouvant installer là, les stationnements de ce côté-là le plus possible. Amélie, une autre question peut-être? Oui, quelles sont les mesures prévues pour contrer le son de la ventilation et de la climatisation du bâtiment? Je crois qu'effectivement, c'est un autre élément qu'on peut rapporter
dans les ateliers, à savoir c'est quoi donc la préoccupation de ce niveau sonore et est-ce qu'il y a des solutions et des idées pour les ateliers. Parfait. Donc, s'il y a d'autres questions, on y revient dans la période de questions qui est prévue à la fin de la présentation. Je crois qu'on était rendu à la section 5 avec M. Courchaine, si je ne me trompe pas, pour le coût et financement. Bonsoir, Amélie, peut-être montrer la diapo. Bonsoir tout le monde. Effectivement, mon nom est Serge Courchaine. Moi, je suis trésorier à la Ville de Sainte-Catherine depuis plusieurs années et avec l'équipe, avec Laurence, avec Marie-Josée, je fais partie de l'équipe de projet depuis le début. J'ai participé à toutes les analyses financières et je participe aussi à tous les projets d'immobilisation de la Ville de Sainte-Catherine. Donc, je connais bien là, les finances de la Ville et l'ensemble des projets de la Ville. Je vais traiter du coût du projet et le financement des opérations et des immobilisations. C'est peut-être moins imagé, là, mais c'est sûr que c'est des informations importantes pour nos citoyens. L'investissement là, net, est de l'ordre de 25 millions. Il faut considérer dans ce chiffre-là la subvention de 7,5 millions. Ça comprend le bâtiment, ça comprend le terrain, ça comprend aussi tous les autres coûts. Donc, un investissement net de 25 millions. Va être administré par une régie intermunicipale. Ce n'est pas les villes de Sainte-Catherine et de Delson qui vont gérer directement le projet. C'est la régie qui va être en activité commerciale. Ça veut dire que les villes n'enverront pas de quote-part à la régie, comme la régie de police, la régie incendie. Les villes envoient des quote-part, mais dans ce projet du centre sportif, le centre sportif va générer lui-même ses revenus et il va payer les dépenses. La régie va administrer les opérations et va être aussi en charge de la construction du centre sportif. Au niveau de l'analyse financière, on prévoit un autofinancement dès la première année. On a fait des analyses sur plusieurs années. Ici, les revenus et les dépenses vont être en équilibre et ce, dès la première année. Le budget d'opération, au début, la première année, 2,5 millions, de l'ordre de 2,5 millions, dans un cadre d'activité commerciale, et ça va couvrir les revenus, 2,5 millions, les dépenses, le service de la dette, et au début, le maintien des actifs, on va avoir des sommes un peu moins importantes pour le maintien des actifs parce que l'équipement va être neuf. Vers l'année 7-8, il va y avoir plus de revenus au niveau du centre sportif. À ce moment-là, on va investir davantage dans le maintien de l'actif pour que dans 30 ans, notre bâtiment soit en état. On va passer à la deuxième partie. Ici, je vais traiter plus spécifiquement des revenus. Les revenus du centre sportif qui expliquent là, le chiffre d'affaires et c'est ces revenus-là qui vont assurer l'équilibre quand on parle des revenus et des dépenses. Le taux d'occupation des terrains est projeté de 85 à 100%. Et ça comprend les plages de jour et de grandes utilisations. Et dans les revenus, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux utilisateurs clés, le club de soccer Roussillon et le collège Charlemagne, qui sont nos deux utilisateurs clés ou clients importants. Et les sources de revenus, les autres sources de revenus, il va y avoir les locations de terrains de soccer au niveau scolaire pour le collège Charlemagne, entre autres, jeunesse, les ligues, programmation sportive, activités et abonnements. C'est sûr qu'on va regarder l'ensemble des commandites qu'on pourrait y avoir et ensuite des locations diverses au niveau des espaces commerciaux, entrepôts pour organismes, les bureaux administratifs, les salles multifonctionnelles, accueil d'événements d'envergure, camps de jour, fêtes d'enfants et autres. Que ça complète
c'est sûr au niveau du coût, financement, les revenus. C'est sûr que je crois, Hugo, qu'on pourrait prendre quelques questions. C'est sûr que c'est une partie importante du projet. Oui, donc est-ce qu'on a des questions de clarification pour la section 5, coûts et financement? Amélie, as-tu des questions de ton côté dans le clavardage? Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions par rapport à la section qu'on vient de parler. C'est sûr que Mme Sylvie pose une question sur la hauteur du bâtiment. Tantôt, on n'a peut-être pas répondu à sa question. Donc, en effet, je peux aussi y répondre. Donc, c'est une hauteur de 56 pieds. Parfait. Donc, je vais passer la parole à Isabelle Allaire et Bruno Roy, si vous voulez ouvrir votre micro. On vous écoute. Oui, bonsoir. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le projet va avoir un impact sur le taux de taxation? Monsieur Courchaine, êtes-vous en mesure de répondre à cette question? Oui, il n'y aura pas d'impact sur le taux de taxation. Comme je disais, j'expliquais tantôt, le budget est en équilibre. Ça veut dire que les revenus générés par le centre sportif vont payer les dépenses du centre sportif, incluant le service de la dette, ça veut dire le capital et intérêt de la dette. Que nos analyses financières nous montrent là, qu'il va y avoir un équilibre au niveau des revenus et des dépenses. Merci beaucoup, M. Courchaine. Je passerai maintenant à Normand Poisson. Une question à micro ouvert. Oui, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Le 25 millions de dollars, est-ce que c'est la part de Sainte-Catherine ou c'est l'ensemble du projet? C'est l'ensemble du projet. C'est l'ensemble du projet. C'est l'ensemble. OK. Et la part de Sainte-Catherine, c'est 50 un tiers d'Elson, 2 tiers Sainte-Catherine, selon les clés de répartition, selon la population et la richesse foncière uniformisée. On arrive, quand on fait le calcul, on arrive à 1 tiers d'Elson, 2 tiers Sainte-Catherine. Et je crois qu'on revient là-dessus un petit peu plus loin dans les diapos, il me semble, sur le 1 tiers, 2 tiers. Non, oui, on va revenir vers la fin, je crois. Non, d'accord. Merci, M. Poisson. Amélie, est-ce que tu as des nouvelles questions dans le clavardage? Non, pas pour l'instant. OK. Marie-Christine Roger, une question en direct? Oui, bon, fait que dans le fond, vous présentez que le plus gros du budget, ça vient de Sainte-Catherine. Bon, moi, ce qui je sais pas, je pense que je suis un petit peu, je dirais pas choquée, mais j'ai l'impression qu'on est un peu les seuls qui vont être affectés par, la construction, puis c'est quand même assez nuisible. Je suis un peu déçue, puis je veux le verbaliser parce que j'ai une très belle vue de rien en arrière de chez moi. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai emménagé ici. Fait que je comprends les gens, c'est très bien l'idée d'avoir un centre sportif. C'est juste, je trouve que c'est ça. En plus, l'accès, c'est pas vraiment par Sainte-Catherine, c'est un petit peu plus loin, bon, tout ça. Mais c'est ça va être directement dans notre cour. Fait que c'est comme finalement, c'est du côté d'Elson, mais c'est les gens de Sainte-Catherine qui sont plus affectés. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un vote pour voir si on était intéressés ou à quel point que ça nous affectait. J'étais un petit peu déçue. J'ai jamais eu, il n'y a pas eu de vote à ce sujet-là. J'essaie de... Donc, est-ce qu'on a déjà la réponse à comment le terrain a été choisi pour ce projet? Mais Hugo, peut-être, oui. Hugo, j'aurais peut-être répondu un petit peu à l'aspect financier. Ensuite, peut-être Marie-Josée, Laurence, parce qu'au niveau du projet, les deux villes, là, selon les clés de répartition, on va la responsabilité du projet, c'est selon les clés de répartition. Ce n'est pas Sainte-Catherine qui est impactée au niveau financièrement. C'est vraiment deux partenaires selon les clés de répartition. Non, je ne parle pas
Je dis que, bon, 2/3 de notre budget, donc eux autres, c'est 1/3, sauf que l'impact de la construction affecte Sainte-Catherine, affecte nous, affecte pas Delson. C'est ça mon intervention. C'est plutôt l'impact. On se fait foutre ça, on se fait imposer ça dans notre cours, dans notre vue, dans notre tranquillité, dans notre intimité. C'est une plus grande partie de notre budget. Puis, on se fait imposer ça dans notre cour. Ce n'est pas dans la cour de Delson, c'est dans ma cour à moi, Sainte-Catherine, que j'ai acheté ici. C'est ça mon intervention. Peut-être, Hugo, répondre à la dame. Pourquoi le choix de ce lieu? Bien, c'est sûr que des terrains qui peuvent accueillir une infrastructure de cette nature, bon, il n'y en a pas une grande quantité. C'est sûr qu'il y avait une volonté d'avoir un terrain qui était vraiment à la jonction des deux municipalités, donc qui pouvait accueillir l'infrastructure et qui avait aussi un lien direct sur la 132. Donc c'est la notion de pourquoi il a été choisi. C'est une question d'accès autant pour la population de Sainte-Catherine, donc à la jonction de Sainte-Catherine et de Delson. C'est ça mon point, c'est que je n'ai jamais été consultée, moi, pour avoir ça dans ma cour. C'est juste ça. Là, c'est consulter un peu après le fait. C'est un peu plus ça, mon intervention. Amélie, dis-moi donc, est-ce qu'on revient justement sur le zonage de Delson dans la présentation ou… Non, effectivement, on ne revient pas sur le zonage de Delson. Okay. Par contre, on peut y répondre, savoir qu'est-ce qui était prévu sur le zonage du terrain. Oui, effectivement. Est-ce que c'est plus M. Pépin? Oui, effectivement. Présentement, le zonage sur ces terrains, c'est du résidentiel mixte de 4 à 6 étages. Donc, à Delson, juste pour être clair, M. Pépin, vous êtes conseiller municipal à Delson. Exactement, dans le quartier Saint-Laurent, le quartier limitrophe au terrain. Et le terrain qui a été choisi en ce moment est zoné pour du résidentiel mixte 4 à 6 étages. Oui, effectivement. OK. Je prendrais peut-être une autre question dans le chat qui a lien avec le terrain, parce qu'on est dans la discussion. Là. Benoît Houle nous demande est-ce qu'il y a d'autres terrains qui ont été analysés, par exemple, de l'autre côté du IGA, directement sur la 132? Est-ce que Amélie ou Marie-Josée, peut-être, je ne sais pas si vous le savez. En fait, non, c'est plus pour Delson, en fait. Ben non, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres terrains qui ont été considérés? Le terrain de l'autre côté du IGA, de la 132, appartient au ministère des Transports. OK. Puis il n'était pas question qu'eux autres, ils cèdent ce terrain-là. Je crois que dans les projets d'agrandissement du stationnement incitatif de la gare d'autobus. OK. OK, je vais prendre une dernière question dans le clavardage. Normand Gagné ou Marie-Josée Cyr, que se passe-t-il s'il y a dépassement de coûts lors de la construction? Est-ce qu'on revient là-dessus plus loin dans la présentation? Oui, on revient dans… OK. Et on va expliquer là, le type de soumission ou d'appel d'offres pour protéger les deux villes par rapport à ça. OK. Donc, à ce moment-ci, je vais demander qu'on poursuive la présentation. On est rendu section 6 avec Laurence, je crois. Donc, en effet, je vais vous laisser me rendre à la… Donc, comme je vous ai mentionné au début de la présentation, c'est un projet clé en main qui a été en soi l'orientation choisie pour la construction du complexe sportif. C'est un principe qui a été utilisé pour les projets d'infrastructure, tant pour Châteauguay, Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amand que Belleuil. Donc, l'ensemble de ces municipalités ont utilisé un projet conception-construction pour la réalisation de leur infrastructure sportive. Pourquoi c'est une orientation intéressante à prendre pour ce type de projet-là? Mais un des bénéfices, bien sûr, c'est que ça réduit les coûts en jumelant le contrat conception et de construction. Donc, c'est la même entité qui va entreprendre l'ensemble de ces étapes-là. Par la suite,
Le budget est déterminé lors en soi du devis de performance. On va être en mesure d'arriver avec un budget réel au moment de la réalisation de cette étape-là. Et c'est avec ce budget que nous allons lancer les appels d'offres pour la conception-construction. Donc, la firme les firmes qui déposeront les soumissions devront le travailler à l'intérieur du budget déterminé, ce qui permet en soi un meilleur contrôle des coûts à travers un projet versus si on avait été dans le principe peut-être que je vous avais exprimé tantôt, qui est conception, plans et devis et réalisation. Là, on établit en soi le budget du coût du projet. Ça permet aussi une plus grande flexibilité au niveau du design et des demandes de changement dans le cadre du mandat parce qu'on le travaille directement avec le concepteur qui va le réaliser. Et bien sûr, ça raccourcit et améliore le contrôle de l'échéancier. Alors, à la prochaine diapo, je vous explique un peu les 3 étapes que je vous ai fait part. Alors, en 2019, je vous ai mentionné qu'on a réalisé le programme fonctionnel et technique. Alors, c'est cette étape-là qui permettait de peaufiner les besoins techniques et matériels des organismes et des villes selon la programmation qu'on désire apporter dans chacun des espaces, avec leur fonctionnalité. Donc, à partir de cette étape-là, on a établi un premier budget de construction pour la réalisation de l'infrastructure. Et en soi, le document, c'est un document complet, une fiche complète pour chacun des espaces qui est remis à la prochaine étape de celui qui a le mandat pour le devis de performance. Lui, le devis de performance, en soi, c'est un très gros cahier de charges. Ce cahier de charges, il va établir toutes les exigences qui ont été mentionnées dans le programme fonctionnel et technique. Donc, en soi, il définit la performance à atteindre, les critères et normes de qualité à respecter, les exigences spatiales à observer, les sélections des matériaux. Donc, comme je vous ai dit, c'est un document de référence qui est nécessaire en soi pour celui qui va passer à la prochaine, qui va en soi vouloir soumissionner à la prochaine étape qui est au niveau de conception-construction. Alors, quand on vous dit, nous, on est à l'étape, on vient de débuter l'étape de devis de performance. Alors, l'ensemble des éléments que vous mentionnez ce soir et qu'on va travailler aussi à la prochaine étape de notre consultation d'aujourd'hui, sont des éléments qu'on va pouvoir apporter à la table de discussion au niveau du devis de performance et donc travailler avec les idées que vous aurez apportées aujourd'hui. Et la dernière étape, qui est donc l'appel de projet conception-construction, c'est un appel de projet qu'on va partir à l'automne 2022 et c'est la firme donc, qui aura le mandat, qui proposera un concept visuel, qui établira un plan d'implantation et aussi donc les plans et devis pour la construction. Et bien sûr, l'ensemble de ces éléments-là sont sous la responsabilité du proposant. Alors, la firme, elle est responsable, bien sûr, jusqu'à la réalisation, donc jusqu'à la livraison du centre. Donc, Laurence, on a déjà des questions, justement, comme il y a explosion des coûts dans le domaine de la construction, j'imagine, dans les 2 dernières années, là, comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement de coûts tout de suite du 25 millions, puis comment on s'assure qu'il n'y en aura pas? Oui. Donc, évidemment, c'est à l'étape de devis de performance. Donc, on est en train de peaufiner ces éléments-là. On a un gestionnaire de projet qui nous accompagne aussi dans l'ensemble des prochaines étapes. Il est évident qu'il y a des choix qui vont devoir se faire et qui vont, bien sûr, refléter le marché. C'est pour ça aussi qu'on s'est gardé une marge de manœuvre. Quand on vous a dit qu'au niveau de l'option du gymnase, de l'option de la piste d'athlétisme, ça, c'est des options sur lesquelles on a voulu se garder une marge de manœuvre pour justement, dans le cas où il y a dépassement de peut-être du budget initial qu'on avait prévu. On connaît aussi très bien nos analyses financières. Donc, c'est ce qui va nous permettre de travailler à l'intérieur de la fenêtre, si on peut dire, budgétaire qu'on a prévue de notre côté. Mais on est conscient qu'on tombe dans une année différente de quand est-ce qu'on avait débuté le projet. Abélie, des questions de ton côté dans le clavardage? Non, pas concernant les dernières étapes.
j'ai Mme Noël qui amène des très belles questions, commentaires qui sont parfaites pour l'atelier d'échange concernant des idées, qu'elle pourra ramener dans l'atelier d'échange définitivement. Parfait. Merci beaucoup. Une question qui revient juste un petit peu en arrière. Est-ce qu'on a un engagement ferme du Collège Charlemagne pour l'allocation des espaces locatifs? En fait, on a les sachets qui sont présents dans l'ensemble des étapes. En effet, on est en train d'aller chercher les derniers engagements de leur côté, mais on a des discussions couramment et ils seront même présents lors de la prochaine séance d'information, le CSR aussi. Donc, c'est vraiment pour vous confirmer à quel point ce sont des utilisateurs sérieux et qui travaillent depuis le début le projet avec nous et que ce projet est vraiment attendu aussi pour leurs bénéfices à eux au niveau du développement, au niveau du Collège Charlemagne, de leur support études. Merci, Laurence. Est-ce que tu veux enchaîner avec la section numéro 7? Oui. Donc, au niveau de la régie intermunicipale, comme mon collègue Serge vous l'a mentionné, donc c'est un processus qui est en cours. Il sera administré par un conseil d'administration auquel siégera les élus de Delson et Sainte-Catherine. Il est basé sur l'entente de principe qui a été signée au mois de février dernier et selon les clés de répartition que mon collègue vous a aussi mentionnées, qui est soit 50 sur la proportion de la population des villes, 50 sur la richesse foncière uniformisée des villes et la subvention en soi du 7,5 millions est appliquée à l'ensemble du projet. Des questions rapides sur la régie intermunicipale? Moi, j'en vois pas. Amélie, de ton côté, non plus. Non plus. On enchaînerait avec Marie-Josée sur les études complémentaires, je crois. Effectivement. Oui. Bien, pour faire un projet, en fait, tout projet d'aménagement, quel qu'il soit, nécessite des études préparatoires, qu'on peut appeler ici études complémentaires. Donc, les études seront faites notamment au niveau de la circulation. Donc, la circulation via le boulevard Georges-Gagny, puis les impacts que ça peut avoir là, sur l'avenue du centre sportif et pour aussi orienter son prolongement. Des études géotechniques sur le terrain. Également, une étude de caractérisation environnementale va être faite là, sur la propriété là, dans les mois à venir. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur les études complémentaires? Je vous donne quelques secondes. Amélie, de ton côté? Non, sinon, mais M. Marié lève la main. Oui, M. Marié, on serait prêt à vous entendre. Oui, bonjour. Premièrement, félicitations pour la présentation. Très belle présentation. Moi, je me sens directement impliqué parce que j'habite sur la rue du Princesse, puis certains trucs qui risquent de me fatiguer un petit peu, entre autres le bruit. Je voudrais savoir si il y a une étude qui est prévue pour le bruit généré par la mécanique du bâtiment, c'est-à-dire les systèmes de ventilation. On sait que des gros édifices comme ça qui demandent une très bonne circulation peut générer un bruit constant presque 24/7. Mm-hmm. Actuellement, il n'y a pas. Oui, je peux répondre. Actuellement, il n'y a pas d'étude sur l'impact du bruit qui est prévu. Mais je vous invite, on pourra en discuter en table de travail par la suite. C'est un bon élément à emmener. Okay. Donc, nous revenir, vous semblez avoir une expertise justement là-dedans, nous revenir pour nous dire si, selon vous, c'est un type d'étude qui est requis. Oui. Merci, M. Marié. Monsieur Normand Poisson? Oui, c'est concernant l'étude pour le trafic. Oui. Moi, je suis sur la rue du Titanic et puis j'habite ici depuis 21 ans et je constate avec les années qu'il y a beaucoup de trafic sur la rue du Titanic et je me demande les gens qui vont habiter, qui habitent plutôt, mettons, à Delson, dans le quartier des L, ou ceux qui habitent sur les rues
au nord de Saint-Laurent, si on veut, entre Saint-Laurent et le fleuve. Ça va tout passer sur la rue du Titanic pour aller rejoindre la rue Jacques, et après ça, passer dans le stationnement du IGA ou du Tigre Géant pour aller rejoindre Georges Gagné. Ils n'iront pas passer par la 132. Puis, comprenez ce que je veux dire? Là? Ils ne passeront pas sur la rue Jacques. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a souvent une police qui fait du radar sur la rue Jacques parce que c'est 30 km/h. Sur la rue du Titanic, c'est 30 km/h. La majorité des gens qui passent sur la rue du Titanic ne roulent pas à 30 km/h. Ça roule à 50, 60 et même plus que ça. Est-ce que l'étude de circulation va tenir compte de ça aussi? Mais en fait, ce que je comprends, c'est que c'est une préoccupation que vous avez, là, M. Poisson, par rapport à votre quartier. Écoutez, l'étude de circulation, tout est à prévoir dedans. Donc, c'est un bon élément que vous emmenez. D'accord. Parce que il n'y a rien de plus, comment on pourrait dire, tu sais, là, il n'y aura pas d'accès par l'Acadia. Dieu merci, là, parce que ça leur a amené probablement encore de l'affluence, encore plus. Mais, comme je vous dis, les résidents de Delson, eux, ils vont peut-être passer par la rue du Titanic pour aller là, puis passer dans le stationnement du IGA. Puis, comprenez ce que je veux dire? Là? Oui, absolument. Ils n'attendront pas à la lumière, jog 132, puis après ça, retourner à gauche à la lumière 132, Georges Gagné Nord. Comprenez-vous? Là? Absolument. Peut-être qu'ils vont faire le tour, parce que faire le tour par Principal Nord, la 132, Georges Gagné, comprenez-vous, là? Absolument. Je comprends là, votre préoccupation qu'il y a un débordement dans les quartiers résidentiels, dans votre quartier résidentiel. Mais écoutez, je pense que votre préoccupation a été portée à notre attention. Puis je vous invite à le ramener dans les échanges de travail tantôt sur. Mais ici, là, sachez moi, j'en ai pris note. J'en ai pris note de votre préoccupation. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est ce qu'ils font, c'est ce que je remarque. Absolument, je comprends ce que vous voulez dire. Et M. Poisson, dans ce genre de cas-là, à chaque fois qu'il y a des nouveaux bâtiments, des infrastructures qui sont construits, c'est sûr que ça amène plus de circulation quelque part, mais la question, c'est est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des suggestions? Et on vous invite effectivement, si vous avez des commentaires à ce sujet-là, à nous les dire tantôt dans les ateliers. Oui. Moi, j'en mais on va réserver ça pour l'atelier, justement, c'est prévu pour ça. On va tout capter ça, vous allez voir. D'accord. Moi, je passerai peut-être à la dernière section. Je crois, Amélie, que c'est toi qui fais la section 9. Oui, mais peut-être juste répondre à M. Perrier qui posait la question, est-ce un projet LEED? Donc, je ne sais pas si un de mes collègues a cette réponse. On ne cherche pas à atteindre le LEED, mais c'est sûr qu'on veut appliquer les meilleures pratiques de développement durable à l'intérieur du projet, mais on ne cherche pas à aller chercher une certification. Merci, Laurence. On t'écoute, Amélie. Oui, effectivement. Donc, bonsoir. Donc, Amélie Hudon, je suis la directrice des communications. Alors, l'objectif, c'est juste de vous rappeler un peu la séquence, de faire le rapport, de revenir sur ce que mes collègues ont dit. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est à l'annonce publique. Nous sommes à l'étape des études complémentaires et de vie de performance, comme Mme Auberson l'a mentionné. Je rappelle que c'est à ce moment-ci que nous travaillons les critères et les normes de qualité, les exigences spatiales, la sélection des matériaux. Donc, l'atelier d'échange qui aura lieu donc tout de suite après la période de questions va permettre de venir bonifier donc, les fameux critères et normes de qualité qui vont être dans le devis de performance. Ensuite, donc automne, hiver 2022, donc on va donner le contrat conception de construction au courant de l'automne. Et c'était cette étape que nous allons travailler. Donc, la firme qui va avoir le contrat va travailler le concept visuel, l'architecture, les plans, les devis et l'implantation. Donc, c'est vraiment à cette étape-là, comme Mme Leberson l'a dit, que ça va se travailler. Ensuite, bien sûr, il y aura la construction 2023-2024, donc pour une mise en service en 2024, au courant de début d'automne 2024. Pour ce qui est des communications, donc on rappelle qu'en 2018, il y avait eu une consultation auprès des organismes sportifs, comme Mme Auberson l'a mentionné. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28 mars, il y a la rencontre avec les citoyens voisins.
Il y aura donc l'atelier de discussion, donc après la période de questions, qui va nous permettre de travailler sur les stratégies de cohabitation avec l'infrastructure, donc justement du quartier, tout ce que vous avez déjà commencé à mentionner, but, plantation d'arbres, la circulation sont des éléments pour nous vraiment importants de venir faire ressortir vos préoccupations, mais est-ce que vous avez aussi des idées, des solutions à nous apporter que nous sommes très intéressés à entendre? Ensuite, à la fin de la séance, vous allez avoir un formulaire d'appréciation de la rencontre, bien sûr, mais dans ce formulaire, nous allons aussi vous permettre de continuer à poser des questions, poursuivre des fois, est-ce que vous avez tout d'un coup des nouvelles idées, des nouvelles préoccupations qui peuvent survenir. Donc, on vous invite à remplir le questionnaire, donc à la fin de la séance ou au courant de la semaine. Comme plusieurs, vous savez, le 31 mars, donc jeudi, il y aura la séance d'information publique, qui est exactement la même présentation. Là, vous allez voir, la présentation va être sur le site Internet de la Ville après les séances. Et puis, donc, c'est exactement le même contenu qui va être présenté le 31 mars avec les mêmes intervenants. Il y a d'autres étapes de communication qui vont soutenir tout le processus là, du projet de centre sportif. Alors, oui, il y aura des communications donc, aux grandes étapes du projet. Donc, par exemple, les critères établis au devis de performance. On vous parle d'ateliers d'échange. On va bien sûr vous mentionner qu'est-ce qui a été retenu donc, dans les critères de performance. Donc, il y aura des communications à cet effet au courant d'ici le début de l'automne. Ensuite, bien sûr, on va tous vouloir voir le centre sportif, le concept qui va être produit par la firme. Donc, il y aura d'autres communications à cet effet. Et comme M. Bouchard l'a mentionné au début de la séance, il y aura la mise en place d'un comité de bon voisinage avec donc, les citoyens du quartier limitrophe. Donc, dans le formulaire encore qu'on va vous envoyer à la fin de la séance, très important, il y a une question pour manifester votre intérêt à faire partie de ce comité de bon voisinage là, qui va être mis en place. Donc, un petit peu avant le début, au courant de probablement 2022, le fin 2022, et puis qui va suivre le projet dans son entièreté jusqu'à la livraison et même au-delà de la livraison de l'ouverture du centre sportif, justement, un lieu d'échange et de ramener différents éléments qui peuvent être vous inquiéter ou préoccuper ou en discuter. Alors, les outils de communication qui sont utilisés dans le processus du projet. Donc, comme vous le savez, il y a les sites web des deux municipalités. Donc, vous voyez l'adresse du site Internet de Sainte-Catherine, donc une page dédiée, et Delsun aussi met de l'information sur son site Internet. Les pages Facebook des deux municipalités mentionnent les grandes étapes du projet. Il y a bien sûr l'infolettre des villes. Donc, si vous n'êtes pas inscrit aux infolettres, c'est intéressant pour vous, donc pour avoir de l'information pour nous aux 2 semaines pour Sainte-Catherine. Bien sûr, vous êtes inscrit à la séance. Donc, à moins d'un avis contraire de votre part, nous serions intéressés d'utiliser vos courriels pour continuer à communiquer donc avec vous pour vous envoyer de l'information sur la poursuite du projet. Et puis, en tout temps, vous avez des questions concernant le projet. Vous pouvez écrire à communication avec un S à vdsc.ca. Donc, c'est l'adresse pour la ville de Sainte-Catherine. Merci beaucoup, Amélie. Donc, question pour toi. Est-ce qu'il y aura des faits saillants disponibles suite à cette rencontre, des faits saillants qui vont être rendus publics? Oui, donc la présentation que vous voyez aujourd'hui va être mise sur le site Internet de la Ville, ainsi que l'enregistrement complet de cette séance du 28 mars. Sachez aussi que celle du 31 mars sera aussi enregistrée et celle-là aussi sera sur le site Internet de la municipalité. Ensuite, les ateliers qui vont avoir lieu, donc après la période de questions, il va y avoir des faits saillants qui vont aussi être sur un petit rapport, donc des faits saillants qui vont être sur le site Internet. Peut-être qu'à ce moment-ci, on pourrait ramener l'ensemble des intervenants pour débuter la vraie période des questions. On a déjà pris une vingtaine de questions, mais on aimerait ça aller
tout azimut. Donc, j'ai déjà une question de Sophie Noël. Est-ce qu'il y a un règlement d'emprunt de fait ou en marche? Probablement pour M. Courchaine. Donc, le temps que M. Courchaine se prépare, Amélie, peut-être qu'on pourrait arrêter le partage d'écran. Oui, bien sûr. Et ramener effectivement l'ensemble des intervenants qui peuvent répondre à des questions. Donc, M. Courchaine, est-ce qu'il y a déjà un règlement d'emprunt? Oui, je peux rassurer nos citoyens. Il n'y a actuellement aucun règlement d'emprunt par rapport au centre sportif. Et quand on va arriver au financement du bâtiment, il va y avoir un règlement d'emprunt, mais fait par la régie intermunicipale. Et le terrain va être acquis par la ville de Delson. La ville de Delson va faire un règlement d'emprunt, mais va revendre le terrain à la régie intermunicipale et tous les emprunts vont être gérés dans la régie intermunicipale. Et comme je disais tout à l'heure, les revenus vont financer les dépenses et le capital et les intérêts des emprunts faits par la régie intermunicipale. Merci beaucoup, M. Courchaine. Benoît Houle, dans le clavardage, demande est-ce que le terrain prévu a fait l'objet de relevés afin de détecter la présence de contaminants chimiques? Je serais tenté de guider vers Marie-Josée, peut-être? Oui, je peux répondre. En fait, c'est dans les études préparatoires qu'il reste à faire. C'est sûr que quand on fait l'acquisition, puis peut-être M. Pépin, vous pouvez renchérir, mais habituellement, quand on fait l'acquisition d'une propriété, il y a quand même ce qu'on appelle une première phase environnementale qui est faite. Donc, on n'achète pas un terrain sans savoir. Là, il y a quand même une première phase qui est faite. Puis par la suite, il y a des caractérisations du sol et les analyses qui vont nous permettre de venir continuer l'analyse. Amélie, de ton côté, est-ce que tu as des questions avec clavardage? Oui, une question donc pour M. Courchaine. Je vais essayer de reformuler un peu parce que la question est sur la régie intermunicipale, notamment sur, on a parlé des clés de répartition de 50 à la population, 50 à la richesse uniformisée. Bon, on a aussi parlé du 2 tiers, 1 tiers, peut-être départager là, donc ce concept-là, si je comprends bien la question de la dame. Si on regarde la population des deux villes, on est vraiment aussi à 1 tiers, 2 tiers. Quand on examine la richesse foncière uniformisée des villes, on est très, très près de la même clé que quand on combine les deux éléments, on arrive à 1 tiers, 2 tiers. C'est comme ça que c'est calculé. Et à chaque année, on fait une mise à jour. Ça veut dire que si une ville fait beaucoup, beaucoup plus de développement, c'est sûr que son pourcentage pourrait augmenter par rapport à l'autre. C'est vraiment à chaque année, à une date précise, on va recalculer les clés de répartition. C'est dans l'entente. Ça va être dans l'entente de la régie intermunicipale. Je vais prendre une question en direct. Donc, je vais essayer de faire ce que moi j'appelle le droit de parole prioritaire. Donc, ceux qui n'ont pas encore posé de questions, je vais vous amener avant ceux qui ont déjà posé plusieurs questions. Donc, Ali Chebitou, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro et nous poser votre question? Oui, merci. Donc, ma question, elle revient en fait celle de M. Martel. Donc, je suis voisin à M. Martel. Et donc, je veux m'assurer comment faire pour s'assurer qu'une étude de bruit soit faite. Donc, quelle est la procédure à suivre pour s'assurer que la personne qui va développer le site fasse ça, puis que s'il y a besoin d'avoir des atténuateurs de bruit, que ça soit inclus dans son mandat. Donc, Marie-Josée, je pense que c'était toi. Permettre de répondre? Oui. Bien, écoutez, moi, ce que j'entends, c'est une préoccupation de votre part. Donc, on va le voir tantôt dans l'atelier. On va travailler on va recueillir vos préoccupations et trouver des solutions. Donc, ce que je comprends, c'est que d'une part, vous avez une préoccupation sur le son. Puis, une des solutions pour vous, c'est de faire l'analyse, on peut dire analyse acoustique des équipements. Donc, c'est des éléments qu'on pourra ajouter là, dans l'atelier où vous allez être là, pour être certain que ça soit pris en compte. Merci.
Amélie, dans le clavardage de ton côté? Pour l'instant, je n'ai rien de plus. OK, donc je vais passer à Chantal Croteau. Est-ce que la régie intermunicipale sera formée d'élus seulement? Donc, pour la régie, oui. Moi, ce que je connais des régies intermunicipales, habituellement, c'est des élus qui sont au conseil d'administration. Il pourra y avoir peut-être des comités ad hoc là, que les élus pourront nommer, mais c'est les élus qui vont voter à la table. Merci beaucoup. Question, Monsieur Claude Lapointe. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Bonjour. Je reviens sur un point là, qui a été un point de tension importante dans le secteur au niveau de la rue Lacadie. Alors là, vous nous avez dit que le projet de la rue Lacadie était pour l'instant bloqué ou arrêté, que ça pourrait revenir dans un deuxième temps, je présume, après la construction. Alors, je voudrais savoir quelle sera à ce moment-là la façon de communiquer avec les gens et pour voir l'acceptabilité des gens de la région s'il y avait cette rue-là qui s'ajoutait. Donc, Amélie, je ne sais pas si on pourrait remettre la diapo justement qui a été présentée. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais c'était tout bien écrit. Peut-être qu'on pourrait clarifier le sujet. Oui, bien sûr, je pense. En fait, vous parliez de consultation citoyenne, mais je veux voir un petit peu comment est-ce que ce serait fait. Oui, attendez, M. Lapointe, ça sera pas mal. Je vais remettre ma diapositive et puis je vais effectivement pouvoir vous revoir. Je pense que au niveau technique. Pendant qu'Amélie cherche la diapo, M. Lapointe, peut-être qu'on pourrait vous demander comment vous pensez que ça devrait être fait, vous, la consultation, si la réflexion revient sur le tapis, sur le sujet. Je pense que ça prendrait une communication précise à tous les citoyens du secteur, bien important, qu'on puisse être invité à une future rencontre dans ce sens-là, mais d'avoir vraiment une certitude que tous les citoyens seront informés avant qu'il se passe quoi que ce soit dans ça. On parlait de circulation tantôt. M. Poisson parlait de circulation sur la rue Titanic. C'est vrai que c'est vraiment un problème. Là, je pense qu'il y a quand même un problème sur plusieurs rues, mais c'est vrai qu'on le vit particulièrement sur Titanic parce que les gens veulent éviter de passer par la rue Jog, effectivement. L'avenue du centre sportif va amener une affluence très grande, selon moi. Si on parle de 4 terrains et tout le kit, là, on parle de quand même beaucoup de monde. Donc, ça va nous amener une circulation beaucoup augmentée. Et s'il y a le projet de la rue Lacadie qui se fait, bien, ça serait important, je pense, que tous les gens puissent participer à la décision de ça. Bien, je ne vais pas répondre, M. Lapointe, parce que j'ai trouvé ma diapositive, effectivement. Donc, mets un X M. dessus. Lapointe, pour la mets un X dessus pour t'en souvenir de celle-là. Donc, effectivement, lorsque la réflexion démarrera, l'ensemble du quartier va en être informé là, de la même façon qu'on a informé. Donc, ça peut être notamment par accroche-porte, qui est une façon très facile. Nous avons bien sûr l'ensemble des courriels, nous conservons l'ensemble des courriels des citoyens qui sont présents donc, à cette séance. Nous allons avoir aussi le comité de bon voisinage qui va être encore en place à ce moment, probablement. Donc, différents moyens, mais oui, on va communiquer directement aux citoyens. Et je ramène la notion du formulaire parce qu'il y a justement une question dans le formulaire qui est comment vous aimez être consulté. Donc des méthodes. Est-ce que c'est des sondages en ligne, des boîtes à idées? Est-ce que vous avez des ateliers d'échange comme aujourd'hui? Donc, oui, ça serait intéressant. Là, on a hâte d'avoir vos commentaires là, sur les outils de consultation que vous préférez comme citoyen. Okay. Donc, je vous amène à répondre à cette question. OK, d'accord. Alors, juste pour conclure, là, je veux dire que je sais que j'ai été celui qui a lancé l'alerte à ce niveau-là de l'avenue de la rue Lacadie. J'ai fait la job plate qui avait à être faite là-dedans d'alerter mes voisins.
Par contre, je sais que Martin a fait son boulot de conseiller municipal dans le coin, puis il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je pense que c'est lui qui a pu convaincre le conseil de ce que ça faisait l'amener de cette rue-là chez nous. Merci beaucoup, M. Lapointe. Merci beaucoup. Je pense que le sujet est abordé, qu'on voit l'intérêt des gens de ce secteur-là. Il a été mentionné qu'effectivement, si la réflexion revient sur la table, il y aurait consultation. Donc, on va faire confiance que tout le monde qui est ici ce soir va mettre un gros X, comme vous disiez, là, sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Peut-être Mme Sophie Noël, si vous voulez poser votre question en direct. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, en retour sur le règlement d'emprunt, vous avez dit que c'était la régie qui était pour gérer le règlement d'emprunt. Moi, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce que les citoyens vont se prononcer sur cet emprunt et est-ce que les villes ont à garantir l'emprunt, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut enlever la présentation, Amélie? Pour répondre à votre question, ce sont les élus qui vont siéger à la régie intermunicipale, qui représentent les villes, qui vont proposer le règlement d'emprunt. Dans chacune des villes, c'est le conseil municipal qui va accepter le règlement d'emprunt. Il n'y aura pas de tenue de registre là, dans ce genre à cause qu'il y a une régie intermunicipale. Merci, M. Courchaine. Je prendrai peut-être une dernière question avant qu'on aille au volet atelier. Amélie, est-ce que toi, tu as de côté, dans le clavardage, tu as d'autres questions? Oui. Donc, peut-être plus un commentaire au niveau des arbres matures. Donc, Olivier Robert qui parle d'arbres matures à ramener en atelier d'échange. Donc, Mme Falardeau pose la question. Donc, la hauteur du bâtiment de 56 pieds, donc environ 4 étages. Elle voudrait éviter donc un désastre comme sur la rue Bourgeois. Il pourrait s'agir d'un mur érigé à approximativement 15 mètres des résidences. Donc, elle s'est posé la question s'il allait avoir un mur là, vraiment à 50 pieds des résidences. Donc, la question, est-ce que le mur peut être érigé dès la fin de la zone tampon à 15 mètres des limites de propriété? Peut-être pour Marie-Josée, je crois? Bien, en fait, écoutez, comme je le disais, l'implantation reste à être développée là, selon les paramètres, puis le cahier de charge, comme l'expliquait Laurence, qui va être emmené. Il est certain que le centre sportif prend à peu près un tiers du terrain, grosso modo. Donc, il y a une partie qui est prise déjà par l'emprise hydroélectrique qu'on ne pourra pas venir bâtir à cet endroit-là. Il y a une partie de 15 mètres qu'on a prévue en zone tampon. Mais il y a peut-être des aménagements qui peuvent être faits entre la zone tampon et le centre sportif. Moi, je propose qu'on vienne en discuter en atelier. Oui. Parfait, merci beaucoup. Je vais donner la parole peut-être à ces deux personnes qui en ont quand même posé beaucoup, mais Frédéric Laporte, ensuite M. Poisson, et ensuite on va aller en atelier. Donc, M. Laporte d'abord. Oui, désolé si je suis fatiguant. Non, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas fatiguant, au contraire. Tout d'abord, si on regarde ça pour l'ensemble des villes, c'est un super beau projet communautaire. Ça, il n'y a personne qui va... je pense qu'il n'y a personne qui va dire le contraire. C'est plus au niveau, je pense que ça nous touche là, tout le voisinage. Moi, je prends comme exemple, ça fait 5 ans que j'ai acheté ma demeure ici. Je l'ai acheté pour une bonne raison. Bien, justement, le pas de voisin en arrière, la vue que j'ai, il y a plein d'oiseaux, il y a un renard, des fois on voit des chevreuils, c'est super le fun. L'avenue d'un complexe comme ça, y a-t-il quelqu'un qui a évalué qu'est-ce qui va se passer, moi, avec mon compte de taxes? Est-ce que la valeur de ma maison va augmenter? Est-ce qu'elle va diminuer? Si elle augmente ma valeur de maison, on sait bien, ça veut dire que c'est une hausse de taxes pour moi. Si moi, ma maison, si je décidais de la vendre dans 1 an avec un centre en arrière, j'ai peut-être plus de difficultés à la vendre. Est-ce qu'il y a un dédommagement qui est prévu pour nous? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des taxes, la taxation qui est prévue? Ou il n'y a personne qui est... On se fait rentrer dans le fond, le développement dans le fond de la gorge, puis
on a les conséquences qui vont avec. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur la valeur des propriétés? C'est une question qui revient dans tous les projets d'infrastructure. Je pense que la réponse n'est vraiment pas simple, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tenter une réponse? C'est sûr que ce n'est pas simple à répondre, mais dans la plupart des projets qu'on voit, c'est sûr des gens anticipent ça, mais il y a des avantages aussi à ce projet-là. Donc, la crainte, habituellement, il n'y a pas habituellement, il n'y a pas de baisse, là, mais c'est sûr qu'on ne peut pas garantir ça, mais moi, dans ce que j'ai vu depuis 30 ans, dans différents projets, je n'ai pas vu de baisse reliée à des projets semblables. C'est pas nécessairement une baisse, excusez si je vous coupe, mais c'est certain que moi, vendre ma maison est beaucoup plus simple à vendre quand j'ai quand j'ai un champ en arrière avec des oiseaux que si je vois un mur, un stationnement avec de l'éclairage puis de la tôle en arrière, là, puis du bruit. Là. Il y a un aspect qui ne se calcule pas. Là. C'est plus le visuel. Bien, c'est sûr que tantôt en atelier, c'est des éléments vraiment importants là, on doit discuter avec vous pour atténuer certains éléments ou améliorer ou toute la zone tampon. Là, ça va être vraiment important pour vous. Moi, je le comprends. Là, vous êtes adossé à un immeuble qui va être quand même important. Tous ces éléments-là qui vont être il y a plusieurs éléments qui pourront être inclus dans le devis de performance. C'est ça qui va, j'imagine, protéger votre immeuble là, ou votre investissement. Donc, ça serait un bon moment justement pour faire la transition, pour se garder un petit peu de temps pour l'atelier. On aurait 20 minutes pour faire l'atelier puis 10 minutes pour faire la plénière. Je vois qu'il y avait peut-être encore des gens qui avaient des questions, mais vous allez avoir d'autres opportunités, d'autres façons d'acheminer vos commentaires. Puis il y a une autre réunion jeudi aussi. Donc, je vais vous montrer ce qu'on pensait faire pour l'atelier. Donc, dans le chat, dans le clavardage, je vais déjà partager un lien qui est un lien vers un tableau blanc interactif que je vais partager à mon écran pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser ça. Il va y avoir 4 groupes qui vont être formés avec Amélie, Marie-Josée, Laurence et moi-même. Et on va vous accompagner. En fait, on veut vous poser des questions. Donc, les questions qu'on veut vous poser sont un peu petites ici. Attendez un petit peu, je vais vous poser ça. Donc, quelles sont vos préoccupations? Quelles préoccupations? En lien avec la zone tampon, l'éclairage, la végétation, les lieux de vie. Vous parliez d'impact sur la valeur des propriétés. Donc, c'est quoi vos préoccupations? On aimerait ça. Je suis certain que les intervenants de Sainte-Catherine et de Delson ont une très bonne idée de toutes les préoccupations, mais pouvez-vous les identifier? Deuxième question, comment pouvons-nous atténuer ces impacts-là? Donc, pour chaque impact, d'habitude, il y a des mesures d'atténuation qui sont un peu, beaucoup possibles. Donc, on aimerait ça avoir vos idées. Et troisième question, voyez-vous des opportunités qui n'ont pas encore été discutées aujourd'hui? Donc, par exemple, si quelqu'un disait, avez-vous, je ne sais pas, pensé mettre de la géothermie sous le stationnement? Je n'ai aucune idée si c'est réaliste ou pas, mais des fois, il y a des gens qui ont d'autres idées. Donc, on va vous amener dans des groupes. Vous allez être partagés en 4 et vous allez avoir de l'espace pour aller écrire vous-même, si vous voulez, des post-it. Mais mes collègues, Marie-Josée, Amélie, Laurence et moi, on va vous aider à les mettre si jamais vous avez besoin d'un coup de main. Donc, on se donnerait 20 minutes, même pas en fait, là, oui, 20 minutes. OK. À 20h55, Philippe, tu pourrais refermer les ateliers, nous donner 1 minute de grâce pour qu'on revienne ici. Donc, on va partager à ce moment-ci les gens en 4 groupes. Puis mes collègues et moi, on va vous réexpliquer dans chacun de nos groupes là, comment ça pourrait se passer. D'ailleurs, je vous invite à aller droit au but dans vos interventions. Moi, j'ai une idée, la voici, j'ai une préoccupation, est-ce qu'on peut l'écrire? Toutes les opinions, toutes les idées sont bonnes. On n'est pas là pour tuer les idées des autres personnes. Donc, on veut amasser toutes les idées. On va essayer de les regrouper. Puis dans la plénière, on va revenir pour voir comment ça s'est passé, quelles idées sont sorties dans chacun des groupes. Donc, je ne vous demande pas si vous avez des questions. On va y répondre aux questions sur comment ça fonctionne dans les ateliers. Donc, Philippe, tu pourrais lancer les 4 groupes à ce moment-ci. Parfait. Donc, de retour à I55. Vous allez, oui,
Et vous allez recevoir une invitation à votre écran d'accepter d'aller dans la salle 1, 2, 3, 4. Vous n'avez qu'à cliquer. Si ça ne fonctionne pas, restez ici. Philippe va vous dépanner. Exact. Bon atelier. Merci. Donc, si vous pouvez tous rester à l'écran, effectivement, puis mes 3 collègues qui étaient dans d'autres groupes, je commencerai peut-être par Laurence. Est-ce qu'il y a des idées qui ressortaient du lot, qui ont été mentionnées plus souvent? Est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-unes? Je pense qu'on parle beaucoup de préoccupation. On parle de préoccupation au niveau de l'irrigation. On parle aussi de préoccupation au niveau du boisé, de l'intégration en soi, de la conservation et de l'intégration du boisé. Puis quand je parle boisé, c'est tout ce qui inclut à l'intérieur du boisé. Là. On parle bien sûr des arbres, mais on parle aussi des animaux, des oiseaux. Donc, je pense qu'il y a une grande préoccupation sur comment l'impact que l'infrastructure aura sur cet environnement-là et comment est-ce qu'on va assurer un lien à l'ensemble du projet par rapport à cet espace-là. J'entendais beaucoup des problèmes d'irrigation et puis de s'assurer là, que ça ne causera pas plus de problèmes l'arrivée de cette infrastructure ou peut-être même améliorer les problèmes d'irrigation qu'on retrouve actuellement sur ces terrains-là. Et l'Acadia, bien sûr, d'être impliqué dès les débuts de réflexion si l'avenue d'une voie est en train de se dessiner. Merci beaucoup, Laurence. Marie-Josée, de ton côté, qu'est-ce que tu as entendu? Beaucoup de préoccupations. On est parti là-dessus, là, sur les chapeaux de roue, sur le bruit. La quiétude du quartier, la ventilation, l'aménagement des stationnements en fonction du bruit. C'est l'élément qui est ressorti très, très fort. On a des préoccupations, on a des solutions également. Et l'autre élément, c'est l'aménagement de la bande de mitigation. Donc, qu'est-ce qu'elle devrait servir à quoi et ne pas servir à quoi? Donc, ça, c'est clair que ça a été identifié. Est-ce qu'il y avait des idées à l'intérieur de la zone de mitigation de choses très précises qui ont été mentionnées? Ou? En fait, oui. Et ce qui est souhaité, c'est que la zone de mitigation soit vraiment une zone naturelle où la végétation reprend ses pleins droits et qu'elle ne serve pas d'aire de pique-nique ou d'espace de relaxation, même de jeu ou de piste cyclable. Donc, c'est vraiment un endroit où on repousse finalement les activités liées au centre sportif des citoyens. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci beaucoup. Amélie, de ton côté. Oui, bien, en fait, on a eu à peu près tous les mêmes questionnements, préoccupations de notre côté. Mais définitivement, la pollution lumineuse, si j'ajoute, parce que c'est sûr que je ne reviendrai pas sur les mêmes éléments. La pollution lumineuse, on avait un de nos participants qui en connaissait tout un rayon sur comment faire attention, parce que comme il disait, les lignes hydroélectriques vont amener à faire descendre peut-être les infrastructures d'éclairage, notamment pour les stationnements. Puis il faut faire attention, même avec les études photométriques, de pas que ça devienne un éclairage qui vienne éblouir dans la cour des citoyens. Donc, par conséquent, l'aménagement du stationnement était une préoccupation de s'assurer que vraiment il était loin des résidences du Princesse, de la rue du Princesse. Donc, ce n'était pas une volonté des citoyens d'avoir le stationnement, même si c'était pour éloigner le centre sportif, parce que, on le sait, il y a des bruits associés aux voitures, aux attroupements peut-être après les parties, donc peut-être un peu plus de nuisances associées à ça. Mais moi, j'amène un petit peu plus loin, parce que oui, on a eu des belles... La circulation aussi a été ça, puis j'ai eu des solutions, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à aller vers la troisième question, qui était les opportunités. Donc, on est quand même allé à faire un petit 2 minutes, puis on a parlé, oui, est-ce qu'on a pensé à faire un toit vert? Est-ce qu'on a pensé à peut-être un partenariat avec les fermes LUFA pour le au-dessus? On a parlé de la piste cyclable sous emprise hydroélectrique, ça serait vraiment intéressant d'amener justement un accès plus cyclable, plus transport actif vers l'infrastructure, peut-être sous l'emprise hydroélectrique. Et puis, c'est sûr que j'en aurais plein d'autres, mais
Puis il y a peut-être un élément qui était très nouveau, qui était intéressant, c'est de s'assurer qu'on n'était pas en concurrence déloyale avec des petits commerçants de la région là, dans certains types d'activités. Ça, c'est une préoccupation nouvelle, plus économique. Merci beaucoup, Amélie. Amélie, peut-être juste te préparer à remettre la diapo, comment communiquer avec nous pour clore la réunion dans quelques minutes pendant que je résume mon atelier. J'en profite pour vous dire que tout ce qu'on a capté dans les tableaux blancs interactifs, évidemment, on va essayer de regrouper un petit peu, de mettre ça propre. On va prendre des photos puis on va essayer de les diffuser dans les faits saillants. De mon côté, une idée que je n'ai pas entendue, on a insisté sur le fait que le centre, le complexe sportif pourrait peut-être être construit de façon surbaissée. Il y a d'autres exemples qui ont été montrés à Westmount, à Notre-Dame-de-Grâce, où ça permet de diminuer la hauteur étant donné qu'on va chercher une coupe de pieds ou de mètres plus en dépression. Donc, ça, c'est probablement une idée à explorer. Évidemment, de penser à mettre le bâtiment le plus loin possible en tenant compte des lignes électriques. Le stationnement ne devrait pas être collé sur la zone tampon. L'éclairage devrait être léger, mais en même temps, on reconnaît qu'on ne veut pas non plus que ça devienne un lieu proche, mettons, des maisons de la rue du Princesse où il y a des regroupements nocturnes non éclairés. Donc, c'est une question de sécurité. Évidemment, donc tout ce qui peut être des nuisances comme la gestion des déchets, ça devrait peut-être être de l'autre côté, plus du côté principal, si c'est possible aussi en dessous des lignes électriques. Tout le monde a l'air de comprendre, pas de comprendre, mais d'être d'accord que la circulation, c'est un enjeu majeur, mais à chaque fois qu'on amène une infrastructure comme ça, il y a moins de solutions. Plusieurs ont mentionné d'ajouter des bretelles avant d'arriver sur la 132 aux différentes lumières, au moins pour tourner à droite pour aller plus vite. Donc, grosso modo, là, c'est pas mal tout ce qui a été discuté. Et les gens ont vraiment insisté sur le fait que si l'Acadia redevient dans les discussions sur la réflexion, il faut vraiment s'y prendre différemment cette fois-ci là, pour être certain que les citoyens soient impliqués dans la réflexion et l'apprendre peut-être avant tout le monde, donc les résidents les plus concernés, l'apprendre avant la population en général. Donc, de mon côté, c'est ce qui a été dit. J'aimerais ça remercier vraiment les participants là, qui dans les 4 ateliers. Là, je pense que je viens d'aller voir les 4 diapos. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, donc ça va être très intéressant à considérer. On me dit qu'il y a certaines idées qui pourraient être peut-être traduites en critères pour mettre dans le devis de performance. Donc, c'était justement un début de faire un remue-ménage, un bon brainstorming, comme on dit en bon québécois. Et bien, sur ça, Amélie, je te laisserai peut-être nous repartager les moyens de garder contact, de s'informer, les étapes de réalisation. Puis tu nous parlais d'un formulaire. Effectivement. Donc, je rappelle les étapes de réalisation. Donc, on est vraiment à l'étape des études et du devis de performance. Donc, on fait les critères. Donc, on a travaillé déjà à les bonifier, ces critères, avec nos échanges ce soir. Bien sûr, on suivra bien sûr le contrat de conception-construction où est-ce qu'il y aura effectivement l'implantation, les concepts visuels pour ensuite la construction. Et bien sûr, vous allez être tenu informé. Voudrais-tu la mettre en plein écran, Amélie, si c'est possible? Ah, oui. Oui, je suis désolée. Effectivement, ça va beaucoup mieux. Merci. Donc, je rappelle effectivement qu'à la fin de la séance, il y aura formulaire d'appréciation. À l'intérieur, vous pouvez continuer à poser vos questions, vous pouvez continuer à nous donner vos idées, vos préoccupations. Les trois fameuses questions qu'on a posées dans nos ateliers, on vous invite à continuer à nous envoyer vos idées. Alors, il y aura des communications sur l'ensemble du processus. Et puis, nos outils, bien, on va continuer à mettre à jour nos sites web. Donc, il y aura une foire aux questions aussi sur le site Internet. L'ensemble des présentations vont y être, ainsi que les enregistrements. Les pages Facebook, l'infolette, si vous pouvez vous inscrire à l'infolette par le biais du formulaire que vous allez recevoir aujourd'hui. Et puis, sinon, vous pouvez toujours communiquer avec nous à l'adresse courriel qu'on met tout le temps là, justement dans l'ensemble de nos outils à la disposition de nos citoyens. Merci beaucoup, Amélie. Donc, je suis en train de copier le lien justement pour le formulaire. Si tu me permets, on va enlever la diapo et j'irai mettre le lien vers le formulaire dans le clavardage. Donc,
le lien vient d'être partagé dans le clavardage et je suis certain que la Ville de Sainte-Catherine va faire circuler ce lien-là là, via d'autres formes. Donc, écoutez, on va clore la réunion là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup, beaucoup pour votre collaboration, votre participation très constructive. Il y a beaucoup d'idées qui ont été sorties qui méritent d'être regardées, beaucoup d'idées nouvelles. Et je crois que c'est exactement ce que les villes cherchaient, notamment ce soir dans cette rencontre-là, un peu plus spéciale avec les gens des quartiers, des 5 rues les plus avoisinantes. Donc, on vous rappelle qu'il y a une autre séance jeudi, plus grand public, et que vous êtes tous le bienvenu, évidemment. Donc, sur ce, merci beaucoup, bonne soirée et bonne fin de lundi.